Salut, c'est Boris et Benjamin. Salut tout le monde. De retour pour le format que vous attendez tous. C'est devenu un rendez-vous maintenant, chaque semaine, de suivre le top 50. On vous voit dans les commentaires, ça nous fait trop plaisir. On s'attendait à se faire insulter, et puis non, personne nous a insulté, moi je suis dévasté. Pas de haters pour dire qu'on fait du putaclic, franchement on comprend pas. Le vide. Qu'est-ce qui se passe? Internet est Réveillez-vous. cassé. Donc aujourd'hui, les choses sérieuses commencent vraiment. On entre dans le top 20. D'ailleurs, certains et certaines ont fait leur top en même temps que nous dans les commentaires. Et vraiment, merci pour ça. Ça fait trop plaisir que vous ayez suivi. Super. Et il est pas trop tard pour le faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la matière pour faire un top 50, ça vous paraît trop vaste, trop écrasant, vous pouvez commencer maintenant, en fait, et faire juste votre top 20 de vos jeux préférés. Le top 10, déjà très bien. Ou le top 10 la semaine prochaine. Allez-y, nous on est friands. Ça nous fait super plaisir de voir vos listes, de voir quand on a des crossovers ou pas. Ouais. Moi, il y a des listes que je rejoins et je suis là, mais oui, c'est vrai que le jeu n'a pas trouvé sa place dans mon top, mais c'est vrai que c'est chouette que du coup d'autres joueurs en parlent aussi en commentaire, quoi. C'est ça, et puis on est content aussi de voir que ce format un peu speed vous plaît. On avait peur que certains n'y trouvent pas leur compte parce que ça manquait de fond. Vous avez bien compris notre message, que c'était vraiment une porte d'entrée et pour susciter votre curiosité et vous renseigner davantage après, donc c'est cool. Tout à fait, nous on est contents. Je suis content. Attention, comme d'habitude, c'est Benjamin qui commence. On est parti pour le top 20. Let's go! C'est parti mon kiki. Alors TTMC, donc tu te mets combien? C'est un jeu de questions qui pour moi a vraiment révolutionné ce genre. C'est vrai. Que j'affectionnais mais qui était souvent un peu lourd, indigeste, un peu à sens unique aussi. C'était souvent des questions, par exemple le Trivial Pursuit que j'ai beaucoup pratiqué pour le coup en famille, mais bon tu sais pas quoi. Et ici dans TTMC, on va s'auto-évaluer sur un thème donné de 1 à 10. Plus le chiffre est haut, t'as vu la synchronicité, plus le chiffre est haut, plus la question va être difficile, mais on va avancer d'autant sur le plateau, et après c'est un jeu de loi, il faut arriver le plus vite possible à la fin. Moi je vous recommande TTMC 2, qui est encore mieux d'un point de vue éditorial, parce une version de voyage. Il y a une version de voyage, une mini boîte dedans, donc ça se prend vraiment dans le sac facilement, puisque c'est surtout un jeu qu'on va vouloir jouer en famille, en soirée, à l'apéro, etc. Et en plus de ça, ils ont un peu revu l'équilibrage. T'avais certaines cartes qui n'étaient pas très agréables quand on se les prenait. Donc voilà, TTMC, c'est super. Ah, les palettes Carrara. Alors, un jeu un peu plus euro, un jeu de Kramer et Kissling, qui a étonnamment, qui est resté dans l'oubli pendant tout un moment, qui est ressorti récemment dans une version deluxe sur Kickstarter. Moi, j'ai ma vieille boîte en allemand toute moche. C'est un jeu que j'adore. C'est tout bête. On achète des briques de couleurs. On commence la partie avec une certaine somme. On doit bien gérer cette somme, bien gérer le moment où on va récupérer des fonds pour continuer à avancer. Et puis, une fois qu'on a acquis des briques, on peut les dépenser pour acheter des bâtiments et déclencher certains scorings. Donc il y a tout un tempo à trouver. Quand est-ce que j'achète des briques, sachant que je vais faire tourner cette fameuse roue et rendre les briques moins chères pour mes adversaires? Quand est-ce que, à l'inverse, je passe mon tour pour construire un bâtiment? Dans quelle ville je le mets? Plus les briques que je dépense sont d'une couleur élevée, plus mon bâtiment va me rapporter des points, de la thune, mais ça va être compliqué. Donc c'est un jeu très accessible, mais très malin. Alors moi j'ai triché pour le top 19, parce que bon, on continue dans la lignée de TTMC avec des jeux de questions. Mais ouais, c'est souvent des jeux qui vont te payer dans mes soirées. Moi je les associe beaucoup dans mon esprit. C'est Smarten en premier lieu. Donc Smarten, c'est un jeu aussi de questions, où on va avoir une question ouverte ou fermée d'ailleurs au centre de la question. Et puis souvent, il va falloir annoncer des réponses par rapport à des propositions. Il y en a une dizaine et ça se joue en retirant des petits ch'touki. Donc d'un point de vue éditorial, c'est super. Mais vu que j'ai triché, j'ai plus que 30 secondes pour vous présenter 0 à 100. 0 à 100, c'est, je vous le dis, je les associe, on joue souvent à l'un puis à l'autre. 0 à 100. On a des énonciations, par exemple le record en secondes du 100 mètres, et il va falloir essayer de guesser de 0 à 100, les réponses sont toujours comprises entre 0 à 100, pour être le plus proche du chiffre qu'il y a au centre de la table.
Voilà, c'est C'est hyper coopératif, rapide, c'est on coopératif, discute, c'est fun, ouais. ça peut l'être, en tout cas on peut jouer en équipe. Ouais, il y a 0 à 1000 qu'on a moins apprécié parce que les échelles sont trop larges. Paper Tales, mon jeu de draft préféré, tout simplement un jeu qui est chez nos amis de Catch Up Games, le jeu qui les a vraiment révélés. C'est un jeu japonais à la base et ils ont été le rechercher. C'est épuré, moi j'adore parce que c'est une espèce de Seven Wonders mais finalement encore plus accessible parce qu'il y a qu'une seule ressource, la thune, et en même temps c'est très technique si tu veux arriver à scorer. Il y a plein de parallèles, hein. Il y a la guerre comme d'habitude, on a aussi des ressources type bois, viande, etc. pour construire des bâtiments, mais tout ça se fait de manière plus fluide avec des combos qui peuvent vraiment arriver et vous créer un moteur où ça commence à s'emballer. Benjamin n'aime pas parce qu'il est nul. Oui, encore une fois, c'est constant. L'extension est géniale, elle ajoute une version solo qui a vraiment de l'intérêt, c'est un des rares jeux que j'ai aussi pratiqué en solo. On peut jouer aussi jusqu'à 7, c'est le bonheur, ça dans les jeux de draft. Paper Tales, voilà. Non, c'est vraiment bien, mais c'est pas mon délire en draft. Ouh là là, gros morceau. Gros morceau, alors Sight. Alors c'est un jeu de 2016 de Tom Mayer Game qui à l'époque a fait vraiment sensation de par son esthétique, son édition qui est vraiment léchée. C'est un Eurogame qui moi vraiment m'a fait entrer dans le dur, on va dire, dans le jeu de société moderne, notamment avec la campagne Rise on Fenris, que je vous recommande vraiment si vous aimez bien Sight. C'est vraiment c'est le premier Legacy que j'ai fait où on se réunissait plusieurs fois par semaine, etc. Et après on a pris le pli comme ça d'avoir des rendez-vous plus réguliers dans le jeu de société grâce à Rise on Fenris, qui est un Legacy que je vous recommande si vous aimez Sight. Et Sight, oui, moi j'ai plus de 200 parties, je crois, sur Steam. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une méta trop forte, notamment avec la Crimée ou les Russes-Viets, pour ceux qui connaissent le jeu. Mais voilà, justement, Rise on Fenris permet de bouleverser tout ça. Puis si t'as joué 200 fois, c'est déjà pas mal. Oui. Alors on entre dans les projets GIF, enfin on en a déjà vu certains dans le top. Voici celui que je préfère, Dvon, voilà, vous pouvez à nouveau retourner voir la vidéo consacrée au projet GIF si vous voulez rentrer dans cet univers-là. Dvon, c'est celui le plus technique sans doute, où il va falloir vraiment se concentrer sur ces 3 centres névralgiques que sont les pièces rouges qui vont pouvoir se déplacer sur le plateau, et une fois que vos pions ne sont plus en connexion avec un de ces disques rouges, elles vont perdre en vitalité et elles vont être défaussées, retirées du plateau tout simplement. Donc ça va être un vrai enjeu de parvenir à les contrôler, et en même temps c'est pas comme ça qu'on gagne, on gagne tout simplement en ayant des piles les plus hautes possibles, avec plein de retournements de situations qui peuvent survenir, puisque c'est la couleur qui est au sommet de la pile qui compte. Donc vous pouvez très bien piquer à votre adversaire une pile qu'il a passé des tours et des tours à construire. C'est fascinant, il y a des retournements de situation jusqu'au bout, j'adore. For Sale, un de mes party games préférés, si ce n'est celui que je préfère. C'est un jeu d'enchères et un peu de guessing aussi par rapport, de pousse ta chance par rapport à ce que vont faire les autres joueurs. Ça se joue en 2 phases, une phase où on va acquérir des bâtiments de 1 à 30, 30 étant la plus forte évidemment. Et puis une fois qu'on va acquérir ces bâtiments grâce à un système d'enchères, eh ben, on va pouvoir les vendre. Et alors là, il y a, par exemple, si on joue à 4, il va y avoir 4 chèques mis sur la table, d'une valeur de 1000 à 15 000 $. Et puis on va chacun mettre une carte bâtiment face cachée. Celui qui a la plus grosse carte remporte le plus gros chèque. Donc des fois, c'est possible d'avoir vraiment beaucoup d'argent avec un petit bâtiment, et vice-versa. D'arnaquer un peu les autres. Donc voilà, ça montre bien toute la spéculation qu'il peut y avoir dans le marché de l'immobilier, tous les gros chacals et les gros châteaux qui travaillent dans ce secteur. Et le système d'enchères est aussi super malin, parce que quand on est deuxième, enfin à chaque fois qu'on reprend ses sous, qu'on passe, on reprend la moitié de sa thune. Donc c'est super, For Sale. L'année du dragon, mon Stéphane Feld préféré. Forcément, on l'a dit, on arrive dans le dur, donc à chaque fois il y a toutes les catégories, toutes les préférées des auteurs, des séries de jeux, etc. L'année du dragon, on peut y jouer à 5, on peut y jouer à 2, je préfère les configurations hautes, mais dans tous les cas, ça restera un jeu très tendu. C'est le jeu un peu SM, le jeu de la fessée, où début de partie, vous avez 12 événements face à vous. Ouais. Les 2 premiers tours, vous êtes tranquille, mais à partir du tour 3, vous avez une merde qui va survenir tous les tours. Mais le jeu vous le dit dès le début, et vous dit démerde-toi avec ça. Et donc, c'est typiquement le jeu, vous n'allez pas pouvoir tout faire, vous avez qu'une seule action par tour. En plus, vos adversaires vont vous emmerder parce qu'ils vont se placer sur l'action que vous voulez faire ou dans le groupe d'actions, et vous allez devoir payer
payer des thunes si vous voulez quand même pouvoir faire ces actions. Et pourtant, il y a une montée à puissance avec ces recrutements de personnages. On s'en sert, on les exploite pour leurs compétences, et puis on les vire parce qu'on peut pas garder tout le monde. C'est fascinant Et comment... ça se joue bien à ça. Ouais, parce que le jeu nous fait mal et on en redemande quand même. Oui, c'est bien. Alors, Raid Outpost, Raid j'étais Outpost. étonné que tu le mettes aussi haut. Ah oui, bah pourquoi je le mets aussi haut? Tu veux dire ouais, c'est ça, il est haut dans le classement quoi. Ouais. Bah parce que c'est un jeu atypique que j'ai retrouvé des sensations de jeu nulle par ailleurs que celles que j'ai retrouvées dans Raid Outpost. Donc pour vous dire en gros, c'est thématiquement on est des soviétiques dans l'espace et donc on va essayer de conserver ce modèle où on collectivise les choses. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers. Où les et de ouvriers sont à ressources, tout le monde. Où les ouvriers sont à tout le monde, les ressources sont à tout le monde, donc c'est très particulier. Et en fait, ça va, le twist du jeu, c'est ça va plus être un genre de jeu de majorité, mais caché, par rapport à comment on utilise les ouvriers. Donc quand Boris utilise un ouvrier, si moi je l'utilise derrière, on va chacun l'avoir utilisé une fois, et en fonction du moral de l'ouvrier, en fonction des actions qu'on va lui faire faire, il va nous rapporter des points ou faire perdre des points. Donc voilà, c'est vraiment hyper malin et singulier. Ouais, le thème et la mécanique Et on sont en a déjà vraiment parlé bien beaucoup, connectés, on en a parlé beaucoup. Tzolk'in, on en a parlé aussi, ne serait-ce que dans la rétrospective Simone Luciani. Aux côtés de Daniele Tascini, ils ont fait là un jeu de placement d'ouvriers qui, lui aussi, révolutionne le genre d'une autre manière que Raid Outpost. Ici, on est vraiment dans la mécanique pure, avec ces rouages qui vont avancer entre les manches. J'ai encore eu l'occasion de le ressortir récemment. C'est un jeu fascinant, parce que le core gameplay s'explique très vite. Hein. À ton tour, tu poses ou tu reprends, mais ça peut vous faire des nœuds au cerveau pas possible. Il y a de la stratégie, mais il y a aussi de la tactique, des prises d'opportunité en fonction des espaces laissés vides ou occupés par vos adversaires, qui vont vous permettre de parfois d'aller très loin dans une roue, et plus on va sur un rouage, plus l'action va être forte, mais tout ça coûte beaucoup de maïs. Le jeu a été un peu cassé par Board Game Arena, il y a des stratégies gagnantes qui ont émergé, mais si on le pratique entre initiés, ça fonctionne très bien. Alors, Château de Bourgogne, ce n'est pas encore mon felt préféré, mais c'est sans doute le plus connu. On le joue énormément, ça sur BG en physique, ça se joue très bien. En moins d'une heure à deux, j'aime aussi le jouer à 3-4. Il y a la nouvelle version qui permet de jouer aussi en équipe 2 contre 2. Donc c'est oui, t'as essayé toi ça. J'ai joué même plusieurs fois, c'est hyper rafraîchissant, ça marche assez bien, même si ça ralentit un peu le jeu, parce qu'il faut se concerter. Ouais, comme toujours avec le jeu en équipe. Ouais. C'est surtout que si moi je joue en même temps avant ou après mon camarade de jeu, on va pouvoir enchaîner 2 coups, voire 3 coups si on vole la première place, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'anticipation et de planification à faire. C'est un jeu qui est vraiment super, il y a un peu de hasard, mais qui est contrôlable et anticipable quand on connaît bien le jeu. Moi, je ne m'en lasse pas de Château de Bourgogne, je pense que ce sera pour toujours un de mes euros de placement de tuiles préférés. Ouais, et la version Kickstarter, des gueules de plastique, mais pourquoi pas si on aime le style. Grand Austria Hotel, on est toujours dans le cycle des préférés. Là, on est sur mon Simone Luciani préféré, donc un petit cran au-dessus de Tzolk'in. C'est un jeu, je l'ai dit, que j'ai découvert récemment en fait, en 2023, mais il se hisse déjà dans le top 50 parce que j'y ai joué énormément en peu de temps, que je possède aussi l'extension qui renouvelle énormément les sensations, et puis c'est un jeu auquel je peux jouer régulièrement parce que mon épouse l'apprécie, et voilà, j'aime le puzzle mental qu'il a à nous offrir. Le jeu n'est certes pas hyper interactif, mais j'aime les sensations de combo, de ce nombre de ressources qui s'enrayent quand on n'a plus de thunes, et puis on parvient à renverser la mécanique et à repartir sur de bonnes bases. On peut faire des tours où on score 25 points d'un coup, c'est très plaisant. Grand Austria Hotel, un super jeu de draft 2D. Ah, j'aime bien aussi, mais j'ai pas beaucoup joué. Alors, Dune Imperium, Dune Imperium, c'est peut-être mon jeu d'affrontement favori, allié à des mécaniques que j'aime beaucoup. Donc, il y a de la pose ouvrier et du deck building, même si le deck building, dans certaines parties, peut être moins que dans des jeux de pur deck building. Ça va mieux avec l'extension. Ouais, ça mieux avec l'extension, il y en a même 2 des extensions maintenant.
Et il y a Dune Uprising, que j'ai pas encore essayé, qui est un standalone, mais qui ajoute aussi pas mal de choses. Bah voilà, c'est un jeu assez connu, très populaire, surtout qui a bénéficié de la popularité de la licence, hein, donc des bouquins de Frank Herbert et puis des films De Denis Villeneuve. de Denis Villeneuve et de l'autre, là, Finch, David Lynch. je confonds chaque fois les deux. Il y a aussi Jodorowsky, qui est un gars que j'aime beaucoup, qui avait un projet, je vous conseille son documentaire Jodorowsky Dunes, qui est super, qui a donné naissance au Métabaron en bande dessinée, mais c'est pas le sujet, mais vu que tout le monde connaît le jeu, j'en profite, voilà. Pour placer tes refs, ok, très bien. Moi, on va parler du seul jeu que je joue en solo de façon assidue. J'ai une collection beaucoup trop étendue de Marvel Champions avec toutes ces boîtes. Hein. C'est les jeux de cartes évolutifs à la FFG. Ils nous prennent pour des vaches à lait à sortir tout le temps des boîtes. Et en même temps, le jeu est bien, donc on suit. Il y a Horror à Arkham dans la même veine, qui est très bien aussi. Ici, il va s'agir de jouer soit en coopératif, soit en solo. Moi, j'ai pas trop les gens pour y jouer à plusieurs. Contre un vilain, la difficulté va s'adapter en fonction du nombre de joueurs. On a un nombre normal, on a un mode expert. Et la difficulté est vraiment bien dosée. Moi, je perds très souvent parce que je suis nul, mais dans ces cas-là, les parties s'enchaînent. Et puis, évidemment, comme dans tous ces jeux-là, on peut deckbuilder, on peut aller choper des listes sur Internet si on est nul comme moi. Et c'est une spirale dans laquelle on plonge. Le ratio le lien entre thématique et mécanique est super bien foutu, avec des persos comme Wolverine qui se soignent, etc. J'ai oublié de dire qu'il y a des pistes dans Imperium. Il y a des pistes, c'est pour ça qu'il est dans le top. Carpe Diem, pour le coup, mon Felt, que j'ai le plus joué et que je préfère, surtout à 2, même s'il joue très bien à 3-4. Voilà, c'est encore un jeu de placement de tuiles de Feld. On est des patriciens dans la Rome antique et on va essayer de faire son petit domaine, l'agencer de la meilleure façon qui soit. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une mécanique de ping-pong dans la prise de tuiles où en fait, on va avoir la possibilité d'aller dans 2 zones en face de nous pour choper une tuile, sauf si on paye un pas, on pourra aller où on veut. Et donc, il y a beaucoup de contre aussi, parce que notamment à 2 joueurs, il n'y a que 2 tuiles sur 4 par remplacement qui vont être pris. Et il y a des trucs on va se battre parce qu'il y a des objectifs de fin de manche. Si on n'arrive pas à les faire, on va perdre des points. Ouais, ça peut punitif, vraiment être pénalisant, punitif. Donc, des fois, c'est toujours bon. Est-ce que j'essaye d'optimiser mon placement ou est-ce que je sauve les meubles pour faire un objectif cette manche-ci? C'est cette tension-là qui est super. Ouais, et plus contrôlable qu'un château de Bourgogne, puisque c'est pas des dés, c'est un bonhomme qu'on déplace, donc on peut mieux anticiper. Dominion, le jeu de deck building ultime, pour moi, voilà. C'est un jeu qui divise, mais c'est le père du genre, et pour moi, c'est un père que je n'ai pas encore vu dépasser, parce que ce que certains critiquent, le fait que la configuration soit figée qu'en début de partie, on tire 10 paquets de cartes et qu'on va aller piocher dans ceux-là pour faire notre moteur et faire nos enchaînements, moi c'est ça qui me plaît. Donc en fait, ça va se résumer, est-ce que vous aimez Dominion ou pas, est-ce que cette proposition-là vous plaît, ou est-ce que vous préférez l'archétype du deck building à rivière, qui change tout le temps, qui est dynamique, etc. Moi ça me plaît pas, parce que la rivière, en fin de partie, je me retrouve à acheter des cartes juste par opportunisme, juste pour faire des points de victoire, alors que dans Dominion, je peux me poser en début de partie et dire ok, quelle va être ma stratégie sur-ci, cette partie-ci, qu'est-ce que je vais viser comme enchaînement, et c'est ça, moi, qui me botte. Paladin of the West Kingdom, sans doute mon Garfield game préféré. J'ai pas encore rejoué à Érudit depuis SN, donc en suspens. Enfin, Boris s'intéresse à ces séries, je suis content. Paladin, moi je l'ai beaucoup pratiqué à 2 joueurs, notamment avec l'extension. Ce qui me fascine dans ce jeu, c'est de la pose d'ouvrier. On va un peu retrouver le même système que dans Orléans, même si c'est différent dans le sens où c'est une combinaison de couleurs d'ouvriers pour activer tel ou tel bazar. Et en fait, là où ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de prolonger sa séquence de jeu. Parce que quand on n'a plus d'ouvriers, on passe la manche, mais il y a plein de systèmes pour récupérer des ouvriers en faisant nos actions. Et donc, tu peux te retrouver, si tu agences bien ton bazar, à jouer 10, 12, 15 ouvriers dans une manche, là où tu commences avec 6 de base, et vraiment prolonger ta séquence, c'est vraiment ça qui est satisfaisant dans Paladin. Il y a plein d'autres choses à dire, mais c'est fini déjà. Glenmore, le schisme. Est-ce que c'est un crossover? Un peu quand même. Un peu, ouais. Mais moi, je préfère le 1. On l'avait déjà un petit peu dit quand tu présentais le 2. Parce que plus simple, plus immédiat. C'est un jeu aussi auquel j'ai
énormément joué avec mon épouse, on doit approcher des 40 parties, et on se fait des parties en une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a un joueur neutre qui va un peu prendre les tuiles pour que le marché évolue de cette façon-là. Voilà, jeu de placement de tuiles, mais très malin, où on peut activer plusieurs fois certaines tuiles si on se débrouille bien. On a des grands axes comme ça. Est-ce qu'on va faire du whisky? Est-ce qu'on va chercher plutôt à vendre du bétail et faire des usines à point de victoire comme ça? Donc, moi, j'aime le fait que ça soit très léger, très mesuré, très contrôlable. Ça s'éparpille pas dans tous les sens. Et moi, c'est ça que j'aime. Et j'avais pas envie d'y ajouter des dizaines de modules pour étoffer le truc. Mais le core gameplay est tellement bien que je comprends qu'on ait envie de le pousser encore plus loin. Mon Dieu, Metropolis. Metropolis au pied du top 10. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez, c'est sans doute le jeu que Boris m'a fait découvrir que je préfère. Je me le suis plus approprié en termes de mécanique, en termes d'affection, tout simplement. Boris en a déjà parlé, il a contaminé le YouTube avec son histoire de Metropolis. Et donc, vous avez sans doute déjà entendu parler de jeu ci ou là, mais voilà, c'est un jeu de placement, un jeu d'enchères, immédiat, épuré, qui dure 45 minutes. Son seul défaut que je peux trouver, c'est que ça peut mettre en nappé certaines personnes. Voilà, ça c'est ça. Et c'est aussi un jeu qui est radical dans son scoring, donc c'est vraiment un jeu à l'ancienne, on peut se goinfrer et se prendre vraiment un gros décalage de score dans la face. Mais voilà, avec des gens qui connaissent un peu le jeu et qui connaissent un peu les subtilités, voilà, c'est délicieux, quoi. C'est vraiment savoureux, c'est extraordinaire Metropolis. Tourné, lui aussi, aux portes du top 10, un Pearl Games, celui qui est le plus haut, un de mes rares 10 sur 10 sur BGG, parce que c'est un jeu qui m'a fait une claque à sa sortie. C'est le premier Pearl Games que j'ai découvert, en fait, avant 3, et c'est un jeu de tableau de cartes qui est vraiment... a pu à un moment détrôner Race for the Galaxy dans l'amour que je lui portais, c'est dire, parce que on retrouve des mécaniques de 3, donc le fait qu'on puisse acheter des ouvriers à son adversaire pour activer ses propres cartes, mais avec ce côté de combo, de création de moteur. On fait un petit rectangle de 3 par 3, mais enfin c'est un carré du coup, mais les cartes sont rectangulaires, vous avez compris. Mais on peut très bien rusher la fin de partie, ou on peut pousser ce tableau de cartes encore plus loin, parce qu'on peut recouvrir certaines cartes, etc., pour maximiser son scoring. C'est fascinant. Tournai, j'y joue moins, mais ça reste top. Oui, moi, Tournai, j'ai pas été souvent, mais je trouve ça assez quelconque comme ville. Désolé aux Tournées, je sais pas comment on dit. Non, j'ai jamais joué, sérieusement. Ouais, écoute, je pense que le jeu est mieux que la ville. Peut-être qu'on va enfin se faire insulter. Bah voilà, ça devient compliqué, hein, parce que... Oui. En fait, j'aime bien comme on abandonne, en fait. Genre, sur Dune, t'as fait, bon, ok, j'y arriverai pas. Je vais parler d'autre chose, c'est bon. On a tellement tendance à déborder, du coup, que on a encore moins de temps qu'on voudrait. Ça devient juste infaisable. Mais voilà, en même temps, effectivement, ces jeux, souvent, ils sont quand même très connus. Il y a des jeux qui étaient niches et qui commencent à être connus du fait de notre petite influence, du fait qu'on en parle et que certains les découvrent et adhèrent, par exemple pour Metropolis, et du coup par ricochet ça se fait autour de plein de gens. Il y a des jeux qui restent moins connus et qui sont pourtant toujours dans le top, comme ce tournai de Pearl Games, mais là encore il y a les ressources si vous voulez aller jeter un œil, notamment la rétrospective, etc. C'est ça, quelle est la plus-value sur un jeu comme Doom Imperium en 1 minute dans l'analyse vraiment du jeu que je pourrais apporter, voilà. Je pense pas que ce soit possible, mais voilà, c'est aussi il n'y a pas que les mécaniques du jeu qui fait qu'on va l'apprécier, c'est une histoire de licence, c'est une histoire de rapport affectif à tout ça aussi. Voilà, moi, Frank Herbert, c'est un truc que j'ai lu quand j'étais ado, qui m'a porté, les méta-barons de Jodorowsky aussi. C'est des choses qui m'ont construit aussi d'un point de vue littéraire et esthétique, quoi. Donc ça va au-delà du jeu en tant que tel. C'est ça l'affection. Tout comme moi, on retrouve évidemment du projet GIF, du Pearl Games, du Istari, parce que c'est des jeux qui sont hyper importants pour moi d'un point de vue affectif. Et oui, peut-être que si on voulait essayer d'être objectif ou plus neutre, je pourrais dégager des jeux qui en fait dans la même catégorie sont plus efficaces. C'est pas l'objectif. Mais oui, c'est les jeux que je préfère et que je reste attaché. Et que je vendrai jamais, même si ma boîte est en Sharpie, et voilà, quoi.
Ouais, et puis pour revenir à dernier mot sur Dune, le fait aussi que ils aient réussi leur pari, quoi. Parce que les jeux à licence, c'est pas toujours un succès, d'un point de vue mécanique et commercial, et là, c'est un succès sur les deux tableaux, donc à tel point que ça continue. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. J'aime pas du tout le mot, mais en tant que fan de la licence, c'est vraiment un plaisir, quoi. Oui, mais t'es loin d'être le seul, hein, on l'a dit, il s'impose de plus en plus dans des tops, etc. Et puis là, top 10 bientôt. On arrive au top 10. Rien à faire. Voilà, ça va être encore plus un crève-cœur. On va souffrir, mais si vous aimez nous voir souffrir, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, s'il y a des jeux qu'on n'a pas assez développés et que vous avez envie qu'on développe plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais, on peut continuer à échanger dans les commentaires. Peut-être qu'on refera un truc dessus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, depuis l'épisode 2, ce sera une première YouTube. Donc venez avec nous, venez commenter, utilisez le chat pour découvrir en direct et réagir au top 10. Voilà, c'est le petit côté sympa, interactif de l'exercice. Et puis, on vous laisse avec le résumé de la liste. À la semaine prochaine pour le dénouement. Ciao. Tchuss tout le monde, je vais bien. Try to say goodbye.